Bonsoir, bonsoir. La bonne idée d'ouvrir le micro au moment de se racler la gorge. J'espère que vous allez bien. On fait un petit live complètement à la zob, complètement à l'arrache, pour la simple et bonne raison que je vais pas être très dispo sur la fin de mois, qu'il faut que je fasse mes heures de contenu sport. Euh, donc on va les faire, on va blablater. Surtout qu'on a eu une info là sur la vente OL, une info qui vient de l'équipe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais baisser un petit peu la musique juste parce qu'elle me pète les oreilles. Ouais, c'est bien les lives à la zob aussi. Le t-shirt, un pull que j'ai acheté il y a pas mal de temps. C'est une meuf de Boavista, si je dis pas de conneries, une brésilienne qui fait des dessins de chats moches et qui a un store. Je vais vous montrer le lien parce qu'il est assez marrant son compte. Ça s'appelle Pourly Cadro. Hop là, voilà. Elle habite où elle? Elle est de Curitiba, pardon, à Curitiba. C'est elle. Voilà, de Curitiba. Elle fait des dessins de chats très très minimalistes. Et du coup, elle a un shop avec des trucs comme ça. Tiens, faut que je vous montre un truc tant qu'on est là. J'ai acheté ça. J'ai acheté ça. M'a coûté 20 balles. C'est un authentique, hein. Le seul problème, c'est que vous allez voir, le problème, il est que il est trop petit. Il est beaucoup trop petit. J'ai une trop grosse tête. Il faut que je l'enfonce vraiment, mais hyper fort sur ma tête pour qu'il rentre. Voilà. Et ça fait mal, ça fait mal. Mais c'est con parce qu'il est super bien. Enfin bon, super bien, hein. Ça date d'il y a, je sais pas, 20 ans, un truc comme ça. M'a coûté 20 balles cette merde. Euh, m'a coûté 20 balles, mais le mec avait mis des timbres de Lyon en 1998 sur l'enveloppe, donc je le remercie. Voilà, oui, l'info de la journée, même si c'est une petite info, hein, dans l'absolu, c'est pas l'info du siècle. L'équipe a identifié le mec qui était avec John Textor au stade. Sachant que ce grand malade de Maxwell 69 a réussi à prendre une photo avec lui. C'est donc Mark Affolter. Mark Affolter, c'est qui? Eh bah, j'en sais rien. Voilà. Mark Affolter, puissant financier américain associé au groupe de crédit Ares. Alors, je suis allé fouiller un petit peu qui était Mark Affolter. Sur sa page LinkedIn, il y a quasiment que dalle. Il y a juste une page qui explique un peu son rôle. On va les regarder, on va les fouiller un peu, hein. Mark Affolter, voilà. On a une page de sa boîte. On a une page sur Bloomberg, ce qui sous-entend que le mec est riche quand même. On va aller regarder un petit peu tout ce bordel. Alors ça, c'est pas le bon Mark Affolter, ça. Voilà, hop, on va aller regarder. Alors, qui est Mark Affolter? Merci Hansi pour le Prime, merci beaucoup. Alors, Mark Affolter, il n'y a pas grand-chose, hein. Vous allez voir. Il y a son LinkedIn qui est très peu, très peu renseigné. Vous voyez, Mark Affolter, il n'y a même pas de photo. On va faire de l'analyse de merde, hein. Voilà, expérience, il y a juste Ares Management. Voilà, formation Washington University, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'est pas actif sur LinkedIn, on dirait presque un faux compte. La notif Olas de l'équipe, j'ai pas vu. Voilà, LinkedIn d'un mec qui pèse 15 milliards. Ouais, Chicago et périphérie. Bon, rien du tout du côté de LinkedIn. On a une page sur ce truc qui s'appelle Ares. Alors, qu'est-ce que c'est Ares? Va falloir comprendre, hein. Leading Global Alternative Investment Manager offering client. Bon, c'est un fonds d'investissement, hein. Voilà, globalement, fonds d'investissement qui se branle parce qu'ils expliquent qu'ils ont beaucoup d'argent qu'ils gèrent. Bon, ça a l'air solide sur le papier. Voilà, c'est lui, Mark Affolter. Donc c'est lui qui en théorie filerait le pognon à John Textor. Et il était à Lyon, donc ça veut dire qu'il existe déjà, c'est pas mal. 334 milliards, ça doit être les actifs gérés. Je vous avoue que je sais pas. Je suis pas expert, hein, faudrait demander à Sabrina. Je sais pas ce que c'est l'AUM, mais j'imagine comme ça au pif que ça doit être le montant des actifs gérés par le fonds d'investissement. Ça veut pas dire que c'est leur argent, hein, mais ça voudrait dire qu'ils géreraient cette quantité-là d'actifs, ce qui est monstrueux. Je sais pas ce que c'est l'AUM. Je sais pas ce que c'est l'AUM. Et market capitalization, ça par contre, ça veut dire que ça pèse lourd quand même, Ares Management. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur Mark Affolter? Un partenaire Credit Group Ares, Co-Head for US Lending, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, membre du groupe Ares, du coup. Avant d'avoir rejoint Ares en 2008, il était Managing Director à CIT, je sais pas ce que c'est. Where he focused on building a sponsor finance business, donc de la finance. Senior Managing Director à GE Capital, donc c'est un financier, hein. C'est un gros financier. Qu'est-ce que ça vaut? J'en sais rien. Probablement qu'on aura des articles plus poussés qui nous expliqueront d'où ça vient. Où est-ce que ça nous emmène? Bloomberg, qu'est-ce qu'il nous raconte, Bloomberg? Voilà. En tout cas, le mec existe. C'est déjà pas mal. Le mec existe. Il n'y a pas grand-chose, hein, à en tirer. Si on a l'adresse, si vous voulez lui rendre visite, c'est à Los Angeles.
Voilà, bon, après, ça a l'air quand même d'être un mec à peu près solide. C'est pas un Jacques Cachecar. Qu'est-ce qu'on a ici sur Crunchbase? Bon, on sait pas trop qui c'est en vrai, hein. C'est le boss des ponceaux. Oula, c'est bien plus que ça, hein. Un Américain qui a de l'argent et qui connaît rien au foot. Alors, c'est pas lui qui va être mêlé aux sportifs. Lui, il est juste là pour donner son pognon. Le truc, c'est que ce que je vous disais par rapport à la dernière fois dont on a parlé de ça, on regarde pas du tout Motus. C'est pas du tout le sujet. On regarde pas du tout Motus. Il est passé où son autre pote accessoire? Alors, Bill Foley, il est parti racheter Barnumous, c'est ça? Il y avait à la base, il y avait Bill Foley qui était censé faire partie du tour de table. Alors le tour de table, c'est quoi? John Textor, il a pas l'argent pour racheter avec son cash à lui, hein. Donc John Textor, il allait voir ses copains, il leur a dit, vous voulez pas me donner de l'argent pour que je rachète l'Olympique Lyonnais? Et ses copains, ils lui ont dit, si, rachète l'Olympique Lyonnais, ça a l'air d'être un bon deal, on va se faire du fric dessus. Dans ce tour de table, donc dans ce tour de copains, il y en avait un qui était Bill Foley, qui du coup a racheté Barnumous, qui s'est barré, je crois. Du coup, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, donc, ce serait Mark Affolter, ce qui nous emmènerait donc avec un mec blindé qui viendrait donner de l'argent à John Textor. Mark Affolter, je suis pas sûr qu'on le voit très souvent, hein. Ce serait un investisseur, et je donne juste l'argent, hein. C'est un mec qui vient du Midwest, il va être bien Truckford, bien Budweiser. On est loin du profil de McCourt. Ouais, mais ça, c'est ce que je vous ai dit, je vous dis depuis le début, hein. Il faut bien écouter à ça. Ceux qui pensent que John Textor, c'est Frank McCourt, je pense que vous mettez le doigt dans l'œil. Alors peut-être que je me trompe, mais je pense que John Textor est là pour faire une opération financière, que les beaux discours de succès sportif et de scouting sont pas foncièrement vains, mais que si jamais l'OL a du succès sportivement et développe une cellule de recrutement, c'est pas tourné vers le plaisir de gagner au football, mais tourné vers le succès financier. Parce qu'effectivement, si l'OL sort des petits joueurs qui vendent très cher et que on gagne des titres, c'est bon pour la valorisation du club, c'est bon pour la valorisation des joueurs. Donc, vaut mieux avoir un club qui réussit qu'un club qui foire. Mais John Textor n'est pas là pour mettre un maximum de pognon comme Jim Ratcliffe dans l'OGC Nice, comme McCourt à l'OM ou comme les Qataris au PSG. Donc soyez prudents, ça veut peut-être dire davantage d'ambition, davantage d'investissement, mais ça ne veut pas dire des investissements sans volonté de retour sur investissement. Voilà, j'ai jamais compris comment un club comme United ne comprenait pas ça. Bah ça, c'est ce clown. John Textor, il y a 2 ans, voulait racheter bien Benfica, bien content que ce soit pas fait. Après, ça fait partie des trucs, hein. Parfois, il y a des rachats qui se font pas, hein. Tu te trompes pas, il y a qu'à espérer par contre qu'il fasse... Alors, en fait, il y a 2 solutions. Il y a 3 solutions. Rappelez-vous ce qu'on avait parlé dans le débrief la dernière fois. La première solution, c'était que John Textor ne rachète pas le club parce qu'il ne trouve pas les sous. Cette option-là semble de plus en plus improbable. Il y a eu un article dans l'équipe d'aujourd'hui ou d'hier, je sais plus, qui explique que globalement tout le monde est confiant, que Olas est confiant, et donc on se dirigerait pas vers un scénario à la cache-car avec un mec qui n'a pas les sous et qui disparaît un peu dans la nature. John Textor sur le papier n'a pas l'air d'être un escroc notoire. C'est pas non plus le mec, enfin je veux dire il a des casseroles au cul, mais comme tous les mecs qui ont beaucoup d'argent globalement. Mais la logique voudrait qu'au 30 septembre, John Textor rachète le club. Voilà, ça c'est une certitude. Maintenant il y a 2 solutions. Il y en a pas 3, c'est-à-dire il y en a 2. La troisième que tout le monde fantasme, c'est que John Textor arrive avec des bazilliards de dollars et qu'il achète plein de joueurs. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera absolument pas. Il y a 2 solutions. Soit John Textor est dans une logique de risque. En fait, la seule inconnue, c'est de savoir quelle est la marge de risque que va prendre John Textor. Parce que vous savez, pour faire de l'argent, il faut prendre des risques financiers. Et le club de foot, c'est pareil. C'est-à-dire que si on veut gagner de l'argent avec l'OL, il faut que l'OL retourne en Ligue des Champions. Il faut que l'OL soit en mesure d'exposer ses joueurs à la lumière du monde. Il faut que le stade soit rempli. Il faut que la zone autour du stade soit remplie. Donc en gros, soit John Textor arrive avec beaucoup de volonté, de risque, auquel cas il peut investir un certain paquet de pognon pour remettre l'OL sur le devant de la scène, mais ça coûte de l'argent et c'est pas garanti parce qu'il y a l'aléa sportif. L'aléa sportif, c'est l'ennemi de la finance. C'est-à-dire que quand on investit dans un business, le football, il est quand même mu par des aléas sportifs qu'on peut pas maîtriser. C'est-à-dire qu'on peut avoir la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe de France avec des milliards de joueurs et se faire sauter le titre par Lille ou par Monaco. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un aléa sportif qui devient un aléa financier derrière, qui fait que souvent investir dans le foot, c'est dangereux. Ça coûte combien l'OL? Ça coûte entre 600 et 800 millions d'euros. Moi, mes potes, ils peuvent me filer de quoi grailler un kebab, mais ils râlent. Mais si Maxwell dit que le monsieur est gentil, je suis confiant. Ah, j'ai aucun doute que le monsieur est gentil. Maintenant, le monsieur est pas stupide non plus. Et aujourd'hui, à investir beaucoup à l'OL en se disant on va gagner le titre, ce serait stupide.
Personne n'est capable de faire ça. En tout cas, pas avec un objectif de retour sur investissement. Donc, ce que peut faire John Textor, là où l'apport de John Textor peut être intéressant, c'est si John Textor transforme un peu l'écosystème OL, s'il identifie les failles, parce qu'il va peut-être les voir ou peut-être pas, peut-être qu'il y bite rien au football et qu'il a eu la formidable illusion que tout allait bien quand il est venu, peut-être que John Textor va faire bouger l'organigramme en interne et remplacer les gens que nous, supporters, considérons comme un peu défaillants, et changer cette mentalité de club un peu familial pour le faire devenir dans un club plus costaud. Merci Boller17 pour le Prime. Merci beaucoup. Et s'il change les personnes en place, ce qu'on peut quand même imaginer que ce sera le cas au moment où Jean-Michel Aulas passera la main, là encore une fois, il y a deux possibilités. C'est soit il s'entoure de bonnes personnes, de gens qualifiés, comme ça peut être le cas dans certains clubs, soit il se fait bananer comme beaucoup de mecs qui investissent dans le foot parce qu'ils connaissent pas. Merci Mazou pour l'abonnement, merci pour l'argent de la boîte qui repart dans la boîte. Voilà, c'est exactement ça, Chef Fight, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un John Textor qui se fait un peu embobiner par du Jacques-Henri Hérault-like et qui se retrouve à mettre une pintade à la tête du club qui sera pas meilleur que Ponceau, voire pire. Il y a un chien qui aboie depuis une demi-heure. Je vais péter un plomb. J'en ai marre. Putain, je pense qu'il y a une seule chose, c'est la maison en Bretagne. Là, je veux juste me barrer de Paris, j'en peux plus. Après, quand t'investis, t'as une idée de comment faire mieux, sinon aucune chance de perdre MF. Bah, regarde, les rachats de clubs par des entités étrangères de gens qui sont pas dans le football, ça s'est souvent soldé par des sérieuses déconvenues. Regardez le projet de l'OGC Nice. Jim Ratcliffe a débarqué. Il s'est pas bien entouré. Il y a Fournier qui a fait de la merde. Là, ils viennent de débarquer Lucien Favre alors qu'on est à peine 8 journées du championnat et que le mercato niçois a été un peu chaotique. Ça fait combien d'années qu'il est là, Jim Ratcliffe? Ça doit faire 4 ans, non? 5 ans? Qui met du pognon à tous les mercatos, que l'OGC Nice perd de l'argent année après année et qui continue de s'entourer de pitres. Et là, ils vont recruter Mauricio Pochettino. Nous allons rigoler. On veut le chien Mera. Non, je peux pas parce que c'est de l'autre côté là. C'est à travers la fenêtre. Toulouse, c'est des Américains, mais ça a l'air plutôt bien géré. Oui, mais le risque n'est pas le même. Toulouse, c'est un investissement mesuré. D'ailleurs, c'est pour ça que leur tactique sur le mercato, c'est d'aller chercher des mecs qui coûtent pas cher du tout. Mais effectivement, ça a l'air bien géré. Mais globalement, regardez l'exemple de Bordeaux. Bordeaux qui a été racheté par des Américains, qui ont mis un paquet de pognon et qui en ont perdu pas mal, et qui a mis à la tête de ce club-là enfin, c'est pas des pitres, c'était des mongolitos. Enfin, c'était des ahuris complets à Bordeaux. Qu'on fait des trous dans la caisse, qu'on menait la grande vie aux dépens du club, on n'avait rien à foutre de faire de l'argent avec Bordeaux. Le seul truc positif à ce sujet, c'est que Textor a déjà des billes à Boto et Cristal. Oui, il a un projet global. Il a expliqué son projet. C'est de faire une espèce de nébuleuse de club de foot à l'international avec Crystal Palace, avec l'OL, avec Botafogo. Donc là où on peut être rassuré, c'est que c'est pas son coup d'essai. C'est pas un random qui débarque et qui rachète un club pour le fun. Non, il a un projet et son projet a l'air à peu près cohérent de faire une espèce de nébuleuse de club qui aurait une cellule de recrutement à peu près commune et qui s'échangerait les bonnes ressources. Il mutualise en fait. Donc on va voir. Maintenant, tout ça n'empêche pas que un club de foot, ça se contrôle pas à distance, et qu'à un moment donné, John Textor, il va devoir faire un choix, c'est-à-dire soit laisser l'équipe dirigeante en place et voir comment ça gère. Et John Textor, je pense qu'il s'en fout un petit peu qu'on soit champion de France, je pense qu'il s'en fout un petit peu qu'on gagne des titres. John Textor, il veut juste savoir qu'à la fin de l'année, l'Olympique Lyonnais ne perd pas d'argent. Je pense que c'est ça sa priorité à John Textor. Et si c'est pas la sienne, ce sera celle de ses copains à qui il a emprunté du fric. Donc à la limite, si la situation de l'OL lui permet de faire 6e chaque année, mais que l'OL fait une belle vente, sort des jeunes du centre de formation et gagne 30 à 40 millions par an, rembourse la dette pour que lui, dans 10 ou 15 ans, il puisse revendre le club, je pense que c'est ça qui l'intéresse. Donc à voir s'il changera l'équipe dirigeante dans 3 ans, puisque il reste environ 2 ans et demi, 3 ans à Aulas, en théorie, avec la main sur le club, et donc probablement à Ponceau et consorts. Si dans 3 ans, on n'a que des bilans positifs, bah Textor, il n'aura pas de raison de changer ce qui se passe. Même si on fait 7e ou 8e, il s'en bat les couilles de ça. Si jamais on a une belle piscine et une arena qui rapporte des thunes et qu'on vend Paqueta cet été, là, qu'on vend Lukeba l'été prochain et Gusto l'été suivant, ou l'inverse, il va être très content Textor. Donc il fera peut-être pas bouger l'équipe dirigeante. Et s'il fait bouger l'équipe dirigeante, il faudra voir pourquoi. Aulas vient de déclarer qu'en cas de nouvelle 8e place, il démissionnerait. Vous êtes sûr de ça? Parce qu'à chaque fois que vous me dites ça, je vais chercher sur Twitter et je vois que c'est Cantigno ou un truc comme ça. Donc, alors, Jean-Michel Aulas, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a rien dit, Jean-Michel Aulas. Donc je sais pas où vous avez vu ça, mais vous êtes encore fait avoir. C'est en fin d'article sur l'équipe. Ah, alors écoutez, on va les retourner sur l'équipe. Alors, c'est où Aulas admet avoir... Ah, voilà.
Bah écoutez, on va les regarder. On va lire cet article-là. Il n'est pas réservé aux abonnés, oui, donc c'est bon, on va empêcher personne. Alors, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a décidé de faire encore confiance à son entraîneur Peter Bosz. Il admet toutefois avoir réfléchi à s'en séparer après les 3 défaites d'affilée en Ligue 1. On va lire ça. Jean-Michel Aulas garde le cap. Le président de l'OL continue de soutenir Peter Bosz, son entraîneur. Il admet pourtant avoir réfléchi à toutes les hypothèses. On ne va pas tout remettre en cause après 3 défaites successives, même si c'est insupportable de perdre. Ça n'a pas l'air d'être insupportable vu qu'il a considéré qu'on a fait un super match. Mais est-ce qu'on prend pas un risque supplémentaire en changeant d'entraîneur alors que c'est la 8e journée, qu'on a 13 points en étant 6e? Ce n'est pas raisonnable, mais dire qu'on n'y a pas pensé, non. Mais la réponse à la question, c'est qu'on met le coach et tout le staff dans les meilleures conditions pour réussir. Si on est 8e en fin de saison, j'aurais démissionné avant. Ça, il va bien falloir le noter quand même. Ça, il va falloir le noter très très fort quand même. Parce que c'est un engagement très violent. Par contre, ça, on met le coach et tout le staff dans les meilleures conditions pour réussir. Dans le langage Jean-Michel Aulas, ça veut dire tu vas pas tarder à dégager mon petit pote. Parce que je vous rappelle que quand il attège Hubert Fournier, l'avant-veille, il avait dit Hubert Fournier c'est génial, on l'adore. Donc bon, ça veut dire c'est la merde quand même. Plutôt changer de banc avant. Voilà, on va être attentif, bien sûr il peut y avoir de la crainte, mais on va y arriver, et ce n'est pas le coach qui est responsable. Les critiques sur les réseaux sociaux, évidemment que ça m'énerve, mais je pense que ceux qui disent que je suis dépassé, ce sont plus que moi. C'est l'avantage quand on a 35 ans d'expérience et 60 titres au compteur. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. On n'en peut plus de cette discussion-là. Ceci étant, si je devais, avec Vincent et Bruno, changer de position, je le ferais, mais aujourd'hui, je suis convaincu que ce n'est pas la bonne solution de changer. Ça, en cas de défaite contre Lens, je pense qu'on ressortira cet article et qu'on rigolera. Alors moi, j'ai pas dit qu'Aulas s'était dépassé. Moi, j'ai pas dit qu'Aulas s'était dépassé. J'ai dit qu'il était fatigué, c'est différent. Mais 60 titres, c'est quoi comment il compte les 60 titres? Il doit compter la Peace Cup et le Trophée des Champions dedans. Il compte les 11 titres des meufs, les 7 Ligues des Champions. J'imagine qu'il compte la Gambardella. Les 7 titres de champion de France. Il y a quoi? Il y a 2 Coupes de France, une Coupe de la Ligue. Le Zebio Cup, la Peace Cup. On a gagné l'Emirates Cup aussi. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné 3, 4, 5, 6 trophées des champions, non? Charlie qui se fait roast en soum par Aulas. Bon, là, il est gentil, Aulas, parce que je peux vous dire qu'il y a une époque où il me roastait dans l'équipe. Vous vous rappelez pas de cette phrase incroyable? Attendez, je vais essayer de vous retrouver l'article. Je vais essayer de vous retrouver l'article, parce que c'est exceptionnel. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Je vais le retrouver. Il faut que j'aille sur mon Facebook, parce que j'étais tellement fier que je l'avais envoyé à mon papa sur Facebook. Je me dis, papa, regarde, Aulas me tacle. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Il y a une époque, enfin je pense que, je sais pas si, on oublie vite, mais il y a une époque où Aulas nous tapait dessus. Alors. Non, ça c'est autre chose. L'influence des réseaux sociaux, dont une frange estime qu'Unai Emery est un entraîneur génial et que Bruno Genesio est un imposteur. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Attendez, je vais vous le mettre. Je vais vous mettre ça. Attendez, merde, comment je peux faire ça, là? Bon, c'est pas grave. Vous vous rappelez de ça? Hop là, je vous enlève cette partie-là, parce qu'on s'en fout. Article de l'équipe en 2018. Après, une partie du public a eu du mal à pardonner. L'influence des réseaux sociaux, dont une frange estime, pour résumer, qu'Unai Emery est un entraîneur génial et que Bruno Genesio est imposteur, pèse sur les plus jeunes supporters, même si les reproches à l'encontre de l'entraîneur lyonnais sur la tactique notamment viennent d'un spectre plus large. Bon, entre-temps, Unai Emery a regagné une Coupe d'Europe. C'est con quand même. C'est un peu con. Donc bon, non, attendez, il faut que je vous retrouve parce que j'en avais un autre, il me semble. J'en avais un autre. Putain, c'était où? Non, c'était pas là. Je l'ai plus. Mais il y avait un truc sur les influenceurs de tribunes parisiens aussi. C'est à l'époque du Café du Commerce. Ouais, bah c'est l'époque sombre de l'Olympique Lyonnais, ça. C'est l'époque un peu sombre. Donc voilà où on en est côté OL. Bon, il y a quand même des infos intéressantes. J'avais pas vu le bout de l'article, là, mais il y a quand même des infos intéressantes là-dedans. À savoir que, Aulas renouvelle sa confiance à Peter Bosz, officiellement. Une information importante, c'est que c'est un article signé Hervé Penaud. Hervé Penaud, on va dire que Aulas l'appelle quand il a besoin de faire passer des messages, quoi. Démissionnation. Mais je pense vraiment qu'il faut noter ceci, là. Je pense pas qu'on fera 8e en fin de saison.
Mais cette phrase, si on est 8ème en fin de saison, j'aurais démissionné avant. Si on fait 6ème, je pense qu'elle est quand même valable. Merci Kiwinning pour le Prime. Merci beaucoup. Officiellement, ça veut dire quoi? Officiellement, je pense que ça veut dire, Peter, si tu perds contre Lens, tu vas tranquillement prendre ton Thalys et retourner, retourner cueillir des hortensias aux Pays-Bas, là. Hein, parce que je pense je garde ce que j'avais dit au départ. Je continue de penser que le match contre Lens, c'est une finale pour Peter Bosz et qu'en cas de contre-performance à Bollaert, c'est finito pour lui. C'est finito pour lui. Et vous voyez, il y a un autre truc qui presque semble anodin. C'est ça, là. Alors, où est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce que c'est dit exactement? Ce n'est pas raisonnable, mais dire qu'on n'y a pas pensé, non. Ça sous-entend aussi une autre chose, c'est-à-dire que Peter Bosz, il est aussi encore là uniquement parce qu'on n'a pas trouvé son remplaçant. Et je ne serais pas étonné que si jamais Strasbourg perd patience avec Julien Stéphan, parce que Strasbourg fait un début de saison calamiteux, mais c'est pas forcément la faute de Stéphan, ils ont énormément d'absents, je ne serais pas surpris que si jamais un Julien Stéphan vient être disponible, bah Peter Bosz, il va aller... on va appuyer sur le bouton si vous voulez. Lis la fin, il y a un 3e paragraphe sur le calendrier. Alors oui, pardon, j'avais pas vu. Il va même plus loin. Si vous changez d'entraîneur avant d'aller à Lens, Rennes et Nice, vous mettez celui qui arrive dans une situation, alors que si vous êtes convaincu que vous avez le bon coach, il va pas vous lâcher sur ces matchs-là. Il va les gagner et je préfère être à ma place qu'à celle de Lens, Rennes et Nice, même si Nice change d'entraîneur. Ça aussi ça. Ça, j'ai un PhD en Olympique Lyonnais depuis 1996 et je peux vous assurer que cette phrase-là, elle pue du cul de ouf pour Peter Bosz. Je peux vous assurer, voilà, en ma qualité d'expert Olympique Lyonnais depuis 1996, je peux vous assurer que la phrase « Si vous êtes convaincu que vous avez le bon coach, il ne va pas vous lâcher, c'est ce match-là, il va les gagner », si je suis Peter Bosz, je lâche des petits proutes sur mon siège, hein, je vous le dis. On connaît Jean-Michel Aulas, ça veut dire si tu gagnes pas ces matchs-là, tu vas aller tapiner ta mère loin du Rhône. Ça, bon courage, bon courage, bon courage. Ouais, non mais on la connaît, j'ai toute confiance en l'entraîneur, c'est le bon coach. Quand il commence à tweeter, c'est que, vous voyez, vous prenez le bouton là, vous prenez un bouton, c'est le bouton siège éjectable, et bah Aulas, il est, vous voyez un peu Hector Salamanca dans Breaking Bad, quand il appuie sur la sonnette là, bah Aulas, il est là avec la sonnette, et la sonnette, c'est le siège éjectable de Peter Bosz. Ding 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 ding, hop là, ça décolle. Vous lui catapulter sa mère jusqu'à Rotterdam, le pauvre. Non, je pense vraiment que ce que ça veut dire, ces paragraphes-là, c'est de la façade, on la connaît, c'est Aulas. Évidemment qu'il va pas dire en public, Peter Bosz, si tu gagnes pas à Lens, on te met dans le premier Thalys pour Rotterdam. Mais ça veut très clairement dire, moi je vois même que ça là, ça c'est une sorte de promesse. Je pense que Lens, ça suffirait, mais je pense que Nice, c'est le moment où il saute. Mais que s'il perd à Lens, c'est fini. Tu sais quand la billetterie va ouvrir pour le parquage à Lens? Ça devrait être ouvert dans une semaine. Favre à Lyon, il se fait bouffer. Je pense pas que Favre soit dans les papiers. Favre, il y a déjà eu un échec. Notre président attend juste que Papy Le Gret parte pour prendre sa place, perde son implication pour la suite de la saison. Notre ami Keller, là, il est bien placé quand même. S'il perd à Nice, c'est scandaleux vu comment ils sont nuls. C'est vrai que même Rennes n'est pas ouf quand même. Hein. Rennes a un bon secteur offensif, mais ils ont beaucoup d'absents, notamment au milieu de terrain. Bon, après, ils ont du talent aussi. Hein. Favre se tape avec Boateng en combien de jours d'après vous? Non, mais les gars, Boateng, j'ai vu beaucoup de choses sur Boateng. J'ai vu des gens qui m'ont expliqué que c'était normal qu'il soit à l'Eurobasket parce que c'est de la trêve internationale. J'ai vu des gens qui m'ont dit que c'était la faute de Peter Bosz si Jérôme Boateng ne jouait pas. À un moment donné, comment vous dire, Jérôme Boateng, ça fait 2 mois qu'il fait ce qu'il veut. Hein. 2 mois qu'on ne sait pas trop où il est, qu'il se balade et compagnie. Donc je pense qu'il faut arrêter de penser à Jérôme Boateng. Je pense qu'il faut considérer que Jérôme Boateng est à la retraite. Et si jamais il sort de sa retraite, c'est cool. Hein. Mais il ne faut pas compter dessus. De toute façon, il est parti dans 6 mois, Jérôme Boateng. Maximum. Je serais même pas surpris qu'il résilie avant. Boateng, c'est une vignette fut. Ah non, mais c'est ça. Genesio va préparer le match comme une finale de LEC. Ah bah, c'est à peu près évident que quand il va nous mettre Guiri et Terrier sur le terrain, on va en prendre au moins 2. Hein. C'était son frère à l'Eurobasket. Oui, bien sûr.
C'est pas aux joueurs de décider de leurs vacances, donc c'est un retraité là. Bah, moi je pense qu'il a pris sa retraite. Non, c'était pas l'autre Boateng, c'était Jérôme Boateng qui était à l'Eurobasket. D'ailleurs, il avait mis des stories Instagram. La prio, c'est de dégager de Chirou et de prendre une vraie cellule. Mais c'est pas au programme de l'Olympique Lyonnais, hein. Boateng vient à l'entraînement comme s'il voulait pointer au Pôle emploi. Mais vous voyez que c'est quand même rigolo, c'est-à-dire qu'il a fait un entraînement collectif, il a mis une story Instagram, puis il est parti, il est parti en Allemagne. Il est en télétravail, voilà, il a inventé le poste de défenseur central par télétravail. Non, mais bon, ça, c'est. Je pense qu'il faut pas compter sur son retour. Voilà, je pense pas. Je pense qu'il ne reviendra jamais, et j'aimerais avoir tort, mais je pense qu'il va revenir de temps en temps à l'entraînement. Mais si on le voit dans un groupe pro, je serais honnêtement surpris. Je serais ravi d'avoir tort là-dessus, mais je serais très surpris qu'on le revoie dans le groupe pro à un moment donné. Ouais, bah écoutez, on a remplacé un pré-retraité qui était Marcelo par un pré-retraité. Voilà, qu'est-ce que tu caches derrière ces procédures? À la base, c'est la faute de Boss de l'avoir sorti du groupe en janvier dernier. Mais à un moment donné, alors, vous savez très bien que je suis pas. J'arrête de défendre Peter Boss face à vent et marée. Mais s'il a sorti Boateng du groupe pro, c'est qu'il y avait une raison aussi. On sort pas un Jérôme Boateng du groupe pro, on se prive pas d'un Jérôme Boateng prime sans raison. Donc je pense que Jérôme Boateng, il y a des choses qu'on ne doit pas savoir, mais déjà il faisait que 60 minutes, il n'était pas foncièrement bon quand il était sur le terrain, il y avait du très bon gelon, mais pour le reste il y avait quand même une giga charrette. Je suis pas sûr que ce soit une gigantesque perte dans l'absolu, hein. Vous allez me dire, il y a probablement des raisons, mais il s'est quand même frité avec 3 ou 4 coéquipiers, il s'est frité avec Guémaraes, il s'est frité avec Cherki, probablement pour des bonnes raisons, mais bon quand même, hein. Le tweet de Saïd Delarbre, j'ai exposé. Qu'est-ce qu'il a raconté, Saïd Delarbre? Qu'est-ce qu'il a raconté? Qu'est-ce qu'il a mis, Saïd Delarbre? Je l'ai pas vu. John Flextor, quand il a vu que le meilleur joueur du club, c'était le pneu, 16 ans. Bonsoir en... Je comprends rien, putain. BSR en poche, toujours en conduite accompagnée, arrive au stade en vélo. Il est con, putain. Qu'est-ce qu'il est con? Je vais vous le mettre à l'écran, comme ça vous verrez de quoi on parle. Je vous recommande de suivre notre ami Saïd Delarbre, il est très drôle. John Flextor, quand il a vu que le meilleur joueur du club, c'était le pneu 16 ans, BSR en poche, toujours en conduite accompagnée, arrivé au stade en vélo. J'aurais bien voulu le voir dans une défense à 3 avec Tagliafico, Lukeba. Bah après, si t'as envie qu'on en prenne 1000, pourquoi pas, hein. La musique fait tout. Attendez. Ouais, ouais. Bon, après, l'avantage des Américains, c'est qu'ils bitent rien au foot. Donc c'est plutôt pas mal. Le plus grand tweeto lyonnais. C'est un des meilleurs tweetos lyonnais, effectivement. C'est la révélation des dernières années, c'est Saïd Delarbre. Ouais, vous savez quoi, je vais mettre son Twitter dans le chat. Vous savez quoi, je vais vous mettre aussi la chaîne YouTube, parce qu'on est à 997, donc on est tout proche des 1000. Donc voilà, allez vous abonner sur YouTube, ça ferait plaisir. On est à combien là? À combien d'abonnés sur la chaîne YouTube? On a 998. Regardez. On est bien là, ça monte pas mal. 998. Ouais, un petit 2000 sur les débriefs, c'est bien, ça monte tranquillement, lentement mais sûrement. Voilà, donc merci à ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir. Merci à ceux qui mettent des petits pouces bleus, tout ça, ça fait grave plaisir. Petit F5. Bah, on doit avoir passé les 1000 là, non? Voilà, merci. Les 1000, ils sont là, on va pouvoir monétiser la chaîne. Très bien, vous allez pouvoir vous manger des pubs. Exceptionnel. Non, c'est cool, ça fait plaisir. Ça monte doucement mais sûrement. On va pas arriver à 50 000 vues comme ça en claquant des doigts. Mais c'est bien. Charlie, j'ai une question. Hier, je me suis abonné à ton TikTok en me demandant si tu allais faire des danses. Non. Allez, bières. J'en ai au frais des bières. Mais c'est pas la soirée des bières. Non, c'est cool. C'est bien d'avoir passé les 1000 avant de devoir renégocier. Puis ça monte bien, là. Le débrief du PSG, ça fait 24 heures et il est à 1006. Ça monte bien. On va continuer comme ça, hein, écoutez. On va continuer comme ça, tranquille. Il y a des pistes d'amélioration, mais c'est bien. C'est une autre plateforme. Sur TikTok, on n'est pas trop mal aussi. Attendez, je vais vous le mettre. TikTok, ça monte aussi. Ça monte. Voilà. Non, ça, c'est pas Motus. Je me suis encore planté. Voilà. TikTok, ça monte. C'est bien. Vous voyez, il y a 3000 vues, 2000, 3000 vues qui traînent comme ça. Avec 660 abonnés, ça monte pas mal. C'est bien. Ça fait des bons supports. Des bons supports. Après, c'est du taf. Hein. C'est du taf. Enfin, voilà, quand je termine le débrief à 1h du matin, j'en ai jusqu'à 2h pour aller faire les clips et compagnie. Mais voilà, ça vaut le coup, c'est cool. Tu fais des recettes sur TikTok? Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? C'est quoi le souci avec le financement de Textor? Tu peux expliquer? Alors, en fait, il n'y a pas foncièrement de souci avec le financement de Textor. C'est juste que Textor, c'est pas son argent. C'est pas comme McCourt. Il emprunte.
il emprunte à des amis à lui, à des connaissances à lui. Donc il a fait un tour de table d'investisseurs, et les investisseurs, ils n'investissent pas dans l'Olympique Lyonnais pour gagner le championnat de France. Donc il va emprunter, probablement avec des intérêts, et il va devoir rembourser ces intérêts. Donc Textor, quand il va racheter l'OL, il aura 2 enjeux. Le premier, ce sera le désendettement du club, même si ça fait jamais de mal d'avoir un peu de dette quand on a des capitaux. Et de 2, il faudra qu'il rembourse ses copains avec des intérêts. Donc ça risque de peser sur les ambitions sportives du club, puisqu'on ne va pas avoir des mercatos à 100 millions de dépenses comme l'Olympique de Marseille. Vous voyez ce que je veux dire? Façon Lopez de Lille. Oui, c'est un peu la même chose, sauf que Lopez est un escroc notoire, alors que Textor, on a encore un point d'interrogation là-dessus. Mais globalement, oui, il y a une partie de son argent, et il s'endette à titre personnel, mais c'est pas un mécène, c'est pas un milliardaire qui débarque avec son chèque, vous voyez ce que je veux dire? Et de toute façon, c'est très compliqué pour l'Olympique Lyonnais de trouver quelqu'un qui vient et qui achète le club avec son argent à lui, puisque l'OL étant propriétaire de son stade, l'OL étant propriétaire d'un demi-milliard d'infrastructures et possédant plusieurs effectifs avec des valeurs marchandes élevées, fait que le prix d'achat de l'Olympique Lyonnais est extrêmement élevé pour un club d'un championnat secondaire et qui ne peut pas remporter le championnat sauf grand malentendu. Donc en gros, ce que je vais vous dire là-dessus, et je vais me boucher. En gros, le problème avec l'Olympique Lyonnais, c'est que un club comme, je sais pas, l'AS Saint-Etienne, ça coûte 20 millions, 30 millions à racheter. Parce que vous rachetez pas grand-chose. Le stade, il n'est pas à vous. Le centre d'entraînement, il n'est pas dernier cri. Le centre de formation, c'est pas le meilleur centre de formation du monde. Vous rachetez l'OM, c'est pareil. Vous rachetez l'OM, ça coûte pas très cher. Ça a dû coûter, je sais pas combien ça a coûté à McCourt, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais ça a dû lui coûter 40 millions. Même le PSG à l'époque où il est racheté. Pourquoi? Parce que vous rachetez juste une marque et un effectif. Vous rachetez pas du sol. Quand vous achetez l'Olympique Lyonnais, vous achetez la marque, vous achetez les joueurs, la valeur marchande, l'effectif, le staff, mais vous achetez le Groupama OL Training Center, vous achetez le Groupama Stadium, vous achetez OL Land, vous achetez la piscine à vagues, le bowling, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vous achetez un truc qui dépasse largement le football. Donc si vous êtes d'un point de vue sportif, c'est très 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 cher pour acheter une équipe de foot. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de mecs qui débarquent en disant « Ouais, moi j'aime le foot, je vais mettre 800 millions ». Ça n'existe pas. Donc voilà, c'est pour ça. Le PSG, pour transformer le PSG de ce qui valait avant à la mastodonte aujourd'hui que c'est, parce que le PSG ne possède toujours pas son stade, mais quand les Qataris vont vouloir lâcher le club, les Qataris auront une marque PSG extrêmement forte, parce qu'il faut quand même... Ok, le PSG, ils font n'importe quoi en Ligue des Champions. Ok, leur club, c'est un peu rigolo parfois parce qu'ils font de la merde, mais la marque PSG, c'est quand même un travail de malade, avec tout ce qu'ils ont fait avec Jordan et compagnie. Aujourd'hui, des maillots du PSG dans le monde entier. Kylian Mbappé rayonne dans le monde entier. Messi, Neymar, même si sportivement, c'est peut-être pas les meilleurs choix possibles du PSG, ce sont des choix qui ont permis d'établir une marque qui vaut très 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 cher. Donc ils pourront revendre le PSG très cher et le PSG sera établi sur le long terme parce qu'ils ont construit une marque autour de ça. L'Olympique Lyonnais coûte très cher, pas parce que la marque coûte très cher, mais parce que toutes les infrastructures, ça vaut des sous. Ça vaut des sous. On rachète presque... En fait, les clients potentiels d'un rachat de l'OL, c'est pas forcément des mecs qui aiment le foot, c'est juste on rachète un parc immobilier et des actifs très très puissants. Donc, si vous prenez du point de vue sportif, vous êtes Frank McCourt, vous avez beaucoup d'argent et vous voulez vous faire un kiff, vous voulez une équipe de foot parce que votre gamin il adore le foot. Vous préférez quoi? Vous préférez mettre un petit peu d'argent dans un club comme l'Olympique de Marseille qui a une certaine ferveur, qui remplit son stade, dans lequel il y a tout à faire et qui va vous coûter 40 millions, ou vous préférez mettre 700 millions dans un club comme l'Olympique Lyonnais qui, en termes de gestion financière, est un casse-tête pas possible et qui doit rembourser pendant encore 10 ans, là, le choix, il est vite fait. C'est beaucoup plus facile de prendre un club comme l'OM et d'injecter un peu d'argent et d'avoir un truc compétitif plutôt que de reprendre une infrastructure comme OL Group et en faire un truc qui fait gagner de l'argent. Le Groupama Stadium appartient en entier à l'OL ou à Aulas. Le Groupama Stadium, il appartient à l'OL et l'OL est en partie détenu par Allnest, qui est détenu par Jean-Michel Aulas. C'est un jeu de... Je ne vais pas vous faire un dessin, mais en gros, vous avez OL Group qui possède plein de trucs. Et OL Group est détenu par un ensemble d'actionnaires. Vous avez IDG, vous avez Pathé, vous avez de l'actionnariat public. Et vous avez Aulas à travers sa holding qui s'appelle Allnest. Et là, il y a peut-être encore des ramifications, puisque Aulas possède la Cégide. Cégide doit avoir des parts qui prennent un peu à l'air, un peu partout. Mais voilà, vite un paperboard. Ouais, en vrai, j'aurais pu, j'ai un écran, mais il n'est pas tactile. Mais globalement, voilà, c'est un peu les tentacules. L'ardoise à la Molina.
sur le PowerPoint. Non, mais c'est facile à comprendre dans l'absolu. L'OL, déjà, est un club coté en bourse, donc déjà, tout est accessible. Vous avez accès à tout l'actionnariat de l'OL en tapant deux, trois mots sur Google. Mais non, ce qui appartient à Aulas à titre personnel ne possède rien. C'est sa holding, qui est donc sa société, qui lui appartient à lui, qui possède une partie des parts de l'OL. Mais c'est pas à lui personnellement. Ça n'existe pas, ça. Voilà, c'est comme si je vous dis que, je sais pas, c'est la traditionnelle histoire des milliardaires qui, en fait, c'est pas leur argent, c'est l'argent de leur société. Alors, c'est vrai que ça appartient à Aulas, c'est juste que l'argent, directement, il va pas chez Aulas, il va dans sa société. Penses-tu que le cahier des charges du rachat n'a pas refroidi le marché? Ah bah bien sûr que si. Bien sûr que si. On est le seul club en bourse. Oui, il me semble qu'on est le seul club français en bourse. Hein. Il y en a d'autres, bien évidemment. Mais il me semble qu'on est le seul club français en bourse, ouais. Aulas, c'est juste actionnaire majoritaire de l'OL et donc des infrastructures, mais c'est tout. Oui, ça n'appartient pas à Aulas. Hein. Aulas est même pas actionnaire, il est actionnaire principal. Il a 35, 36, 37%, un truc comme ça. Mais il a même pas la majorité absolue. Textor va sûrement... Oui, alors il y a deux choses. Oui, Textor veut sortir de la bourse. Pourquoi il veut sortir de la bourse? Parce que quand vous êtes en bourse, vous êtes obligé de tout dévoiler. C'est pour ça que l'OL, quand l'OL achète un joueur, on a les moindres détails, même quand il les vend. On sait que c'est X millions d'euros, plus X millions d'euros de bonus établis sur X années, avec un intéressement à la revente de X%, conditionné à ceci, mes couilles. Parce que l'OL est coté en bourse. Et quand vous êtes coté en bourse, vous pouvez rien planquer. Ça fait partie du deal. Pourquoi l'OL a voulu être coté en bourse? Pour faire les grands garçons et pour pouvoir faire une ouverture de capital. Mais c'est surtout, c'est vachement emmerdant quand on veut faire sa popote dans un club. Par exemple, si l'AS Saint-Etienne avait été coté aux bourses, ils n'auraient pas pu facturer des trucs à droite à gauche, à des restos et des compagnies. Voilà, ils n'auraient pas pu mettre des squelettes dans le placard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que Textor, il a quand même pas très envie de s'emmerder avec ça. Il a plutôt envie que sa popote soit faite de son côté. Donc il va le retirer de la bourse. Et le problème de la bourse, c'est que vous êtes soumis aux actionnaires. Vous êtes soumis, vous êtes volatile, et c'est chiant. Le stade est remboursé quand? Bon, là, on n'y est pas encore, mon petit pote. Hein. On n'est pas encore. Hein. Il y a quoi? Il y a 300 millions d'euros de dette. Et le but, c'est de la réduire à 150. C'est pas grave d'avoir de la dette. Il y a des clubs qui s'en sortent très bien avec de la dette. Ça fait partie de l'équilibre. Hein. L'objectif d'une entité financière, c'est pas d'avoir zéro dette. De la dette, c'est pas grave. Le problème, c'est quand on a beaucoup trop de dettes par rapport aux actifs et au capital propre. Donc le but de John Textor, c'est de réduire cette part de dette pour qu'il y ait plus d'argent dans le club directement. Mais c'est pas grave d'avoir de la dette. De base, c'était 2024, mais je crois qu'on a étalonné la dette encore. Mais c'est chaque chose en son temps. Maintenant, il ne faut pas non plus espérer que quand le stade sera remboursé, ce sera l'Eldorado complet. Le stade, c'est bien parce que ça permet de mettre l'OL sur le très long terme. C'est-à-dire que l'OL, quand il sera totalement propriétaire de son stade et que le stade sera remboursé, aura une latitude financière folle. Mais même la latitude financière la plus folle que ce sera à l'Olympique Lyonnais permettra pas de concurrencer le PSG, permettra probablement pas de concurrencer les clubs millionnaires comme Rennes ou Nice. Mais voilà. C'est pas 2027 depuis le Covid, c'est quelque chose comme ça. Il me semble que la dette, elle a été réétalonnée et vous avez une autre partie de la dette qui vient du PGE, le prêt garanti par l'État. Vous savez, au moment du Covid, comme on a interrompu les compétitions, l'État a filé un paquet de pognon au club, mais c'était pas donné, c'était un prêt. Prêt garanti par l'État, il va falloir rembourser ce prêt à un moment-là. Il y aura l'argent de CVC, là, la partie des droits qui a été reversée, qui a été vendue par la LFP, qui va tomber, mais c'est pas énorme non plus, ça va pas permettre de colmater tous les trous. On fera jamais comme le Bayern qui a remboursé avec 10 ans d'avance. Non, mais le Bayern, c'est pas la même chose, c'est un mastodonte. Cela étant dit, l'OL est pas en... L'OL est un des seuls clubs au monde à être aussi prudent financièrement. Hein. Et c'est pas plus mal, ça permet de ne pas être en danger. Parce que vous avez des clubs, s'ils finissent 8e de Ligue 1 et qu'ils n'ont pas la Ligue des Champions pendant 2 ans, ils sont proches de la faillite. Ce qui est arrivé à Bordeaux, ce qui a failli arriver au LOSC, ce qui va probablement arriver à Saint-Etienne, ça n'arrivera probablement jamais à l'Olympique Lyonnais, parce que quand bien même l'Olympique Lyonnais serait dans une merde noire, a toujours des moyens de rembourser sa dette. Demain, vous avez besoin de trouver 150 millions de toute urgence à l'OL, vous avez entre guillemets juste à vendre l'effectif, quoi. Voilà, ce sera la merde. L'Olympique Lyonnais fera 14e de Ligue 1 et jouera le maintien pendant 2 saisons. Mais voilà, donc en fait, l'OL est un club sain financièrement.
Et ça, pour le coup, tout le monde l'a toujours dit, Romain Molina l'a toujours dit aussi. Voilà. Mais c'est aussi cette volonté d'avoir un club sain sur le long terme qui empêche des dingueries à la Marseille, par exemple. Parce que Marseille, si demain, pour une raison X ou Y, McCourt décide de ne plus mettre un seul euro dans le club, ils sont dans une merde noire. Parce qu'ils n'ont pas construit des leviers de croissance, ils n'ont pas construit un effectif avec une forte valeur marchande. Mais voilà, il faut bien se rendre compte de ça. C'est-à-dire que si un jour, pour une raison X ou Y qui n'arrivera jamais, l'UEFA se réveille, pète un plomb et dit bah, aujourd'hui, c'est fini les conneries, c'est salary cap pour tout le monde et obligation d'être à l'équilibre tous les ans. Si un jour il y a un fair play financier de zinzin qui débarque, l'OL est trop bien. L'OL est trop bien sur le long terme. Mais ça n'arrivera pas, bien évidemment que ça n'arrivera pas. À la Barça qui vend les bijoux de famille. Bah, où est le Bob? Bah, il est là le Bob. Hein. Si vous voulez, je mets le Bob Cochonou, mais pour une fois que j'ai des beaux cheveux là, vous voyez, ils sont bien, mes cheveux ils sont propres. Je vais garder. Mais si vous voulez, je peux mettre le Bob, hein, il est là. Hein. Ouais, il est là le Bob. Voilà. On va le garder. Le Bob, c'est quand j'ai les cheveux pas lavés. L'OM a toujours eu un déficit structurel, même sur Robert Louis Dreyfus, l'OM a été à l'équilibre sous la présidence de Diouf. C'est extrêmement dur pour ces clubs-là d'être à l'équilibre. Il y aura une Euroleague avant, bien sûr. Ça me semble, je pense qu'on n'y échappera pas. Hein. Je pense que cette Super League, on n'y échappera pas. Les bases sont posées avec la Ligue des Champions. Et je pense qu'on n'y échappera pas du tout. À Lyon, c'est le manque de billetterie de la LDC. En fait, l'enjeu principal de l'OL, c'est quand même de remplir le stade. Et comment on remplit le stade? Bah, avec une bonne équipe de foot, tout simplement. Et ça, ça passe par des investissements. Des investissements que visiblement Aulas ne veut pas le faire. Parce qu'effectivement, si là, aujourd'hui, Aulas fait des investissements et que ça paye pas, il est dans la merde derrière quand il va refourguer le club avec Textor. Mais peut-être que John Textor, quand il va reprendre la main sur le club, va se dire « Non, moi je veux que le stade il soit plein tout le temps. Donc on va prendre des mesures pour que le stade soit plein tout le temps. » Peut-être. Hein. Après, un stade plein, ça coûte aussi de l'argent à exploiter. C'est des considérations financières. Hein. C'est pour ça que le club, parfois, n'ouvre pas le troisième anneau. Parce que si vous ouvrez le troisième anneau pour 5000 pélos, bah, c'est pas rentable. On fait une influence de Gerland dans un stade avec 30% de sièges en plus. C'est pas exactement ça la bonne logique. Déjà parce que c'est le stade de l'Olympique Lyonnais, alors que Gerland, c'est le stade de la ville. Et ensuite, certes, tu fais 35 000 régulièrement, mais si tu étais à Gerland, t'en ferais 20. T'en ferais 25. Et surtout, quand tu fais 57 000 sur les gros matchs, en termes financiers, c'est énorme. C'est énorme. Quand tu remplis contre le PSG ou contre l'OM, c'est énorme. Et c'est vrai que dans cet ordre d'esprit-là, le fait de perdre Saint-Etienne de la Ligue 1, c'est tu perds un match à guichet fermé. Un match en plus facile. Mais c'est vrai que la descente de Saint-Etienne, ça fait passer d'un match qui va réunir 55 000 personnes dans le stade à un match contre un promu dont tout le monde se branle qui va faire 35 000. Et les 20 000 places que tu vends en plus sur Saint-Etienne, c'est des places que tu vends au prix premium. C'est pas des places que tu vends au prix où tu vas vendre au LSR par exemple ou au L Toulouse. Donc c'est vrai qu'en fait, la descente de Saint-Etienne est une perte financière sèche pour l'OL à hauteur de, je sais pas, 1 ou 2 millions. Alors pas vraiment, parce qu'il y a des coûts d'exploitation. Mais le fait que Saint-Etienne descende coûte de l'argent à l'OL. Voilà. Tes propos sur les promus sont des armes. Sérieux, Charles. Moi, je ne suis qu'amour pour la JOCR. Je ne suis qu'amour pour la JOCR. En quoi fermer le troisième anneau réduit les pertes? Quand tu ouvres le troisième anneau, tu dois te staffer en conséquence. Tu dois ouvrir des portes, tu dois mettre du staff. Et souvent, quand tu ouvres ce troisième anneau et que tu n'as pas beaucoup de spectateurs dans le troisième anneau, ça ne va pas te rapporter beaucoup d'argent. Tout simplement. Plus tu as des gens qui viennent au stade, plus tu as des coûts d'exploitation. Donc en fait, si tu vends 5 000 euros, 5 000, par exemple, tu mets 35 000. 35 000, je crois que c'est juste l'anneau en dessous. Si tu ouvres le troisième anneau, ça va te coûter X euros que tu vas répercuter sur les places que tu vas vendre. Mais les places que tu vends dans le troisième anneau ne sont pas les plus chères. C'est souvent des places à 15 ou 20 balles. Donc en fait, c'est pas très très rentable. C'est pas souvent les stewards, c'est du bénévolat, non, le club les paye. Je sais pas ça. Je vais pas dire de bêtises. Bon les gars, vous vouliez construire le stade à Bellecour, vous coûterez que c'est... Après, c'est vrai que le stade est loin quand même. Ceux qui vont souvent au Groupama Stadium pour rentrer du stade après un match dit premium, c'est un enfer. Le match contre le PSG, quand vous devez prendre
le tram après, vous avez envie de vous couper une couille. Hein. Et encore, il faisait beau, il faisait chaud, mais quand c'est en plein hiver, vous avez envie de vous couper les deux couilles. Hein. On paye les navettes au TCL en plus. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Oui, on a vu l'article qui meurt. On l'a lu juste avant. Là. On l'a lu juste avant. Et effectivement, là, ça c'est un vrai problème en vrai. C'est un vrai problème à l'OL d'accessibilité du stade et je pense que ça coûte. Je pense que ça coûte à l'OL de l'argent parce que c'est des places en moins, des gens qui ont pas le courage d'aller au stade. Il faisait froid dimanche en plus. Non, mais moi j'ai des souvenirs de OL Guingamp à 2 degrés avec 35 minutes d'attente pour les trams et je me suis dit si on avait perdu, je suis père de famille avec 2 labradors, 3 gosses et ma femme, je viens au stade, il fait 2 degrés et je dois attendre 30 minutes à 2 degrés les navettes, je reviens plus jamais. Et le Scénic, exactement. Non, le Kadjar, le Renault Kadjar. Merci Thomas de Farcy pour le Prime. Merci beaucoup. Mais effectivement, ouais, t'as des prolongations en Coupe d'Europe, bah t'es dans la merde. Mais ça fait partie des trucs d'amélioration que l'OL doit mettre en place. Mais c'est des choses qui coûtent de l'argent. Si vous demandez au TCL de prolonger 1 heure le métro au cas où il y a des prolongations, ça coûte un pognon de dingue. Parce que TCL va pas vous faire de cadeau. TCL va dire ok d'accord, pas de souci. Bah du coup tu vas payer l'heure de mise en circulation, l'heure de sécurité, l'heure de chauffeur majoré de nuit, etc., etc., etc. Donc l'accessibilité au stade, pardon, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'aussi, ça doit pas. Le fait que le stade remplisse pas de ouf, ça libère aussi des problématiques de ce côté-là. Parce que si vous remplissez à 57 000, pardon, c'est la merde pour rentrer du stade. C'est dans l'intérêt de TCL de faciliter l'accès. Oui, c'est dans l'intérêt, mais pas financier. Chez nous, le stade est en pleine ville et Chromax, c'est pas qu'un avantage. Ah bah c'est le bordel, ça, c'est un autre problème. Sécuriser le Parc des Princes, c'est un enfer. Mais t'as pas 1 heure pour rentrer, donc t'as pas des enjeux de si j'arrive à minuit 40 à Pardieu, c'est la merde. Donc voilà. Oui, on n'a pas parlé du cas Favre. Moi, mon avis là-dessus, c'est que c'est une connerie de virer Lucien Favre, parce que certes, l'OGC ne fait pas un bon début de saison, ils sont nuls, mais il y a des facteurs extérieurs. Son mercato, je veux dire, on lui a enlevé Amine Gouiri, il n'y a pas eu beaucoup de recrues, Bamba Dieng qui devait venir, c'est tombé à l'eau. Et si c'est pour... En plus, c'est toujours pareil, quand on vire un coach, c'est bien de virer un coach, mais qu'est-ce qu'on prend à la place? Si c'est pour prendre Pochettino à la place, j'ai quand même de sérieux doutes. Hein. J'ai quand même vraiment de sérieux doutes. Pas se qualifier en Coupe d'Europe pour pas que les super rentrent après les prolos, c'est beau cette dévotion. Non mais voilà, ça excuse pas les résultats catastrophiques. Non mais je vous dis pas que Lucien Favre est totalement innocent. C'est juste, je suis pas sûr que ce soit le bon fusible. On verra, hein, ça se trouve j'ai tort et Pochettino va être champion de France avec le GC Nice. J'ai quelques doutes quand même. J'ai quelques doutes. Aussi que les transports en commun sont au-delà de minuit sur Paris. Oui, à Paris c'est jusqu'à 2h du matin, hein, globalement. C'est jusqu'à 2h du matin. Donc, je suis en train de regarder là s'il se passe des choses sur Twitter, sur l'OL. Non, il n'y a pas plus de choses sur notre ami Marc Affolter. Il faut respecter qu'il y ait Pochettino avant son passage à Paris. C'était un des meilleurs coachs du monde. Alors, faut se calmer quand même. Un des meilleurs coachs du monde, non. Un bon coach, oui. Moi, j'ai des souvenirs émus du Pochettino de Southampton, qui je pense qu'il a fait la meilleure équipe de Southampton depuis peut-être de l'histoire. Et rien que pour ça, un respect. Mais Tottenham, c'était pas la fiesta absolue tout le temps non plus. Ton chat vient de chier sur l'oreiller. Non, t'inquiète pas. Il est en train de se bouffer la patte, là. Non, il chie pas sur l'oreiller. C'est son lit, hein. Les chats, ils chient pas sur leur lit, normalement. Oh. Vous voyez, il s'en bat les couilles de moi, de toute façon. Entraîner le PSG, c'est pas facile. Bah, si c'était facile, tous les entraîneurs, ça serait pas cassé les dents dessus. Hein. Voilà, parce que vous avez quand même des entraîneurs qui se sont cassés les dents sur le PSG et dont on voit le palmarès ensuite quand ils vont ailleurs. Tottenham de Pochettino, Tottenham de Conte. Après, c'est pas compliqué, ça. Hein. Attendez, je vais baisser un peu la lumière, là. Voilà. Non, c'est peut-être mieux avec plus. Bref.
Est-ce qu'un départ de Favre peut faire réfléchir l'OL si Boss fait 2-3 défaites sur les prochaines journées? Bah ça, je pense que ça change rien. Je pense que si Boss fait 2-3 défaites sur les prochaines journées, il saute. Je suis même pas sûr qu'il résiste s'il perd juste à Lens. Hein. S'il perd à Lens, je pense que Peter Boss est foutu. De toute façon, on va, comment dire, ça va être vite réglé. Hein. Ça va être vite réglé. Il y a, dans l'ordre, c'est quoi? C'est Lens, après c'est Rennes, Toulouse, Rennes. Lens, Toulouse, Rennes, Montpellier, Lille, Marseille. Tu perds à Lens, tu gagnes pas contre Toulouse, finito. Tu perds à Lens, tu gagnes contre Toulouse, tu perds à Rennes, finito. Tu fais match nul à Lens, tu gagnes contre Toulouse, tu perds à Rennes, terminato. Moi, je pense qu'il peut se sauver encore, Peter Boss, mais il faut qu'il fasse 7 points sur les 3 prochains matchs. S'il fait pas 7 points, il est mort. Favre à Lyon, non, Favre à Lyon, il faut arrêter. Quels sont les noms des futurs entraîneurs? Alors, c'est toujours pareil avec l'Olympique lyonnais. Vous avez d'un côté les entraîneurs qu'on aimerait voir, et de deux, les entraîneurs qui sont crédibles dans les contraintes OL. Et la réalité, c'est que quand vous me citez Thomas Tuchel, il n'y a pas un monde où ça se fait. Pas un monde où ça se fait. Je vois pas un seul monde où Thomas Tuchel vient à l'Olympique lyonnais, et je pense que vous fumez complètement ceux qui pensent ça. Dans les options crédibles pour l'Olympique lyonnais, c'est quoi la shortlist de Aulas quand il cherche un entraîneur? Aulas, il veut un entraîneur francophone. On sait que c'est un critère pardon. Les critères de Aulas quand il cherche un coach français. Je me suis perdu. Bon, on reprend. 1, 2, 3. Les critères de Aulas quand il cherche un coach, parce que c'est quand même lui qui décide maintenant. 1, il faut qu'il soit francophone. Il l'a dit pour Peter Boss, que le fait qu'il soit francophone, c'est hyper important. Et d'ailleurs, la candidature de De Zerbi n'a pas fonctionné parce qu'il n'était pas francophone. Ensuite, il faut un coach qui casse pas trop les couilles, parce que l'Olympique lyonnais, on aime bien les coachs qui ouvrent pas trop leur gueule. Peter Boss collait à ça, c'est pas un râleur. Donc par exemple, je sais pas, un Lucien Favre, j'ai des doutes quand même. Et de 3, il faut qu'il soit relativement dispo et qu'il coûte pas trop cher, parce qu'on est l'Olympique lyonnais. Donc, prenant cette considération là, on peut imaginer Julien Stéphan, on peut imaginer le marronnier Laurent Blanc qui n'a pas entraîné depuis 2014, on peut imaginer Gallardo, mais Gallardo, ça fait 10 ans qu'il est libre en décembre et que finalement en décembre, il décide qu'il sera libre en janvier, puis qu'en janvier, il décide qu'il sera libre en juin, puis etc. etc. Donc c'est pareil, j'ai l'impression que Gallardo, c'est un peu comme Laurent Blanc, c'est-à-dire que c'est le marronnier, c'est le chassé-croisé des vacances, la location de rentrée et la prime de Noël, vous voyez ce que je veux dire. Et en vrai... En vrai, il y a une solution que personne ne veut voir droit dans les yeux, c'est la solution interne. Hein. C'est la solution, on finit la saison avec Cassapa. Hein. Et celle-là, la fin de saison avec Cassapa, moi je vous le dis, je la vois arriver gros comme une maison. Mais gros comme une maison. Chris Auman, ça sent la mauvaise idée. Mais voilà, moi, en vrai, il y a vraiment un truc dont j'ai pas hâte, c'est cette espèce de situation de... c'est qui le nouveau coach? Vous voyez? Parce que là, on va entendre passer des noms. Je vous rappelle que Jocelyn Gourvenec est dispo aussi. Attendez, il est dispo, Jocelyn Gourvenec? Non, il est plus dispo. Il est à Sochaux, non? Il est où? Il est où, la Joss? Non, il est dispo. Jocelyn Gourvenec est dispo. Rudy Garcia est dispo. Laurent Blanc est dispo. Pascal Duprat est dispo. René Girard. Frédéric Antonetti. Giroud. Raymond Domenech. Silvigno est dispo également. Roland Courbis est disponible. Sidney Govou est dispo aussi. Rémi Garde. C'est vrai qu'on n'a pas cité Rémi Garde. Chris. Thierry Loret. Il est dispo aussi. Qui on a d'autres? Bruno Chéroux est disponible, tant qu'à faire. Vu qu'il était pas recruteur et qu'il est devenu responsable du recrutement à Lyon, on peut bien devenir coach. Qu'est-ce qu'on a? Oui, Habib Bey, pourquoi pas, effectivement. Habib Bey, l'oreille il est au PFC. Oui, mais le PFC, ils vont pas tarder à le tège, là. Zidane est disponible. Arsène Wenger est disponible également. Je pense qu'on peut déloger Pep Guardiola de Manchester City. Ça me paraît possible. Roger Lemaire, oui. Alex Ferguson. Claude Puel, oui, c'est vrai que Claude Puel cherche un club. Claude Puel n'a pas retrouvé de club. Je serais pas surpris que Claude Puel, on le retrouve dans une sélection quelque part en Afrique.
Zach Nani est dispo, oui, Zach Nani, une petite doublette Zach Nani-Willou, ça me paraît pas mal. Florent Tonuti est dispo également. Florent Tonuti disponible. Julien Met, l'ancien sélectionneur de Djibouti, est disponible. Est-ce que c'est un regret d'avoir pris Boss plutôt que Galtier? Bah, c'est pas un regret, étant donné que Galtier avait déjà signé à Nice. C'est-à-dire que de toute façon, l'Olympique Lyonnais, s'ils avaient pu faire signer Christophe Galtier, ils auraient fait signer Christophe Galtier. Christophe Galtier, c'était le premier choix de l'OL. Donc il n'y a pas de regret à avoir, étant donné qu'il voulait pas venir. Et je pense qu'il a quand même bien fait de pas venir, Christophe Galtier. Vu où il est aujourd'hui, je pense qu'il a bien fait de pas venir. Marc Madio est dispo. Non, Marc Madio est pas dispo. Par contre, Jérôme Pinault sera peut-être dispo bientôt. Mais moi, je suis dispo, effectivement, avec mes beaux diplômes d'entraîneur. J'ai quand même gagné la Ligue 1 avec le FC Montrouge sur Football Manager 2021. Donc si jamais je suis dispo également, je pense que les joueurs seraient très sensibles à mon niveau technique et mon passif de joueur presque professionnel. Je pense que je suis la bonne personne pour entraîner l'Olympique Lyonnais. Et surtout, je pense que quand on est entraîneur, il faut savoir montrer l'exemple. Et je pense que ma condition physique et mon hygiène de vie permettraient de faire monter en gamme l'exigence à l'Olympique Lyonnais, de leur montrer ce que c'est qu'un vrai professionnel. Voilà. Pedro, c'est disponible. Les tours de terrain, ouais, exactement. Sampaoli est dispo. Oui, mais il parle pas français, Sampaoli. Eh oui. Favre, c'est sûr que j'ai mal à le tenter. Non, parce que Favre, il avait déjà refusé. Favre a déjà refusé. Benjamin Biolay. Ouais, Benjamin Biolay en coach. Ce serait toujours nul, mais on aurait des albums sur l'OL, donc ce serait pas mal. Non, plus sérieusement. Je pense que Peter Bosz, à moins d'un miracle, va sauter au plus tard au moment de la Coupe du Monde, à la trêve Coupe du Monde, et que ça pourrait même arriver plus tôt. Et s'il saute, le remplaçant, je suis pas certain que ça rendra tout le monde content. Je suis à peu près sûr qu'on sera sur un intérim Cassapa jusqu'à la Coupe du Monde, s'il saute avant la Coupe du Monde, et que derrière, le remplaçant viendrait s'installer pendant que les Bleus se font tarter la gueule au Qatar. Voilà, je pense que c'est ça. Peut-être pas en 2023, Volpi, mais un truc comme ça. Chirou saute en même temps que Peter. Oh bah non, Chirou, il est là pour... Non, si Peter Bosz saute, mais je pense que Chirou et Ponceau ne sauteront pas avant que Olas s'en aille. Non. Oubliez la prise de responsabilité au-dessus du coach. Ça n'arrivera pas à l'Olympique Lyonnais. La remise en question, elle ne concerne que les joueurs et le coach. Au-dessus, c'est parfait. Ça n'existe pas. Si on gagne Lens et Toulouse et on perd contre Rennes, je pense qu'il saute quand même. Je pense qu'il ne faut pas une seule défaite sur les 3 prochains matchs. S'il saute en cours de saison, ce sera forcément un choix précipité. La suite du championnat sera catastrophique. C'est encore tôt. Hein. Si vous changez de coach maintenant, vous avez la trêve de la Coupe du Monde pour préparer une deuxième partie de saison. Et derrière, vous l'avez vu avec Monaco les années précédentes, vous faites 6 bons mois en Ligue 1, vous êtes 3e. Hein. Donc non, je pense au contraire que si le coach doit sauter, il doit sauter vite. Si Peter Bosz doit quitter l'Olympique Lyonnais, il faut qu'il parte vite. Il faut qu'il parte de façon à ce que le nouveau coach soit en mesure de préparer son effectif et préparer son plan pour le retour de la Coupe du Monde. Retour de la Coupe du Monde, il y a un match, je crois, le 28 décembre. Tu peux même préparer un mercato d'hiver éventuellement pour renforcer l'effectif ou au moins le changer selon les envies du nouveau coach. Mais si le coach doit dégager, il doit dégager courant octobre. Si tu fais sauter le coach courant octobre, tu laisses un mois et demi au nouveau coach pour prendre ses marques, pour identifier les faiblesses de son effectif et créer et donner ses besoins à la direction. Et derrière, quand tu reprends la compétition, c'est quand même assez particulier avec cette Coupe du Monde en plein milieu, on arrive direct au mercato d'hiver. Donc c'est pas mal dans l'absolu pour essayer de relancer la machine. Donc moi je pense que si le coach doit sauter, il faut qu'il saute le plus tôt possible pour qu'on puisse relancer un peu la machine. C'est le bon moment là. C'est le bon moment. Donc je suis pas pour le faire sauter tout de suite, mais par contre s'il perd contre Lens, pour moi il faut s'en débarrasser vite. Vite. Salut, que penses-tu de Thomas Mcho? Il vient de parler de toi, Curious Charlot, au cas où tu n'aurais pas vu sur Twitter. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il a à être sur mes couilles, lui? Non, parce que c'est lui qui a commencé, hein. C'est lui qui a commencé. Parce que Thomas Mcho, il faut quand même compte suspendu. Ah bah, c'est peut-être pas lui, non? Si, c'est lui.
Écoutez. Alors, dans l'absolu, je m'en fous un peu parce que j'essaye de vivre sur mes côtes, en gros. Je m'en fous un peu. C'est le mec de Fan TV, vous savez, le mec qui va interviewer des joueurs, là, on les alpagant. Alors, on les alpagant, genre, je veux un autographe, et puis en fait, il veut pas du tout un autographe. Il veut leur poser des questions à la con. Mais bon, enfin bon, moi je m'en fous un peu. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, hein, il fait ce qu'il veut dans son coin, juste qu'il vienne pas troller sur les vidéos YouTube, genre, t'as pas d'audience, t'es nul, tu vois. Enfin bon, hein. C'est quoi le problème avec le rachat? Il a écrit ça, vous tentez des choses, c'est bien. Par contre, n'oubliez pas que vous êtes loin derrière. Il a écrit ça, vous tentez des choses et c'est bien. Par contre, n'oubliez pas que vous êtes loin derrière OL-Fan TV, Julien Le Gon et même le petit poussé Curious Charlot. Il reste que la sauce réchauffée pour pouvoir exister. Trempez-vous dedans. Il parle de qui? À qui il parle? Mais il est malade, ce mec-là, quand même. Hein. À Gone Back. Mais en plus, vous voyez, Gone Back, c'est marrant parce qu'ils font chier personne. Ils sont tranquilles, dans leur coin. Et il vient les emmerder. C'est fascinant quand même. Alors, en fait, moi, j'ai pas envie de parler de lui parce que à chaque fois qu'on lui donne un peu de lumière, il s'en sert pour ça, vous voyez. Non, mais s'il était juste taré, en fait, moi, ce qui m'emmerde, vous voyez, ce qui m'emmerde, c'est que moi, je crois pas à la concurrence entre les contenus foot. Moi, je l'ai bloqué, Thomas M. Show, parce que je m'en fous, en fait, de lui. Je m'en branle, ça m'intéresse pas, ce qu'il fait. Et le pire, c'est que dans ce qu'il fait, il y a des choses qui sont intéressantes. Je suis allé regarder, par curiosité, quand même. Les débriefs qu'il fait d'après-match, c'est intéressant. C'est un ton différent de ce qu'on peut faire, mais c'est intéressant. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il fait pas ces trucs dans son coin, des trucs qui sont... Franchement, il y a des trucs pas mal. Mais le problème, c'est qu'il a un tel besoin de se mettre en avant et de mettre la lumière sur lui, que c'est triste, quoi. Mais bon... C'est un besoin d'attention absolument maladif. Fais ton truc dans ton coin, tranquille, il n'y a aucun souci. Mais en fait, il y a ce discours de « moi, je suis le Cador ». Eh, frérot, t'as une chaîne avec 16 000 abonnés sur YouTube. Bravo, c'est bien, c'est déjà top. Et moi, je serais ravi d'avoir 15 000 abonnés sur YouTube. En l'occurrence, je les ai pas sur YouTube, je les ai ailleurs. Mais faut arrêter de se prendre pour, je sais pas, pour le Canal Football Club non plus. Donc non, moi j'ai rien contre lui. Par contre, si vous voulez, je peux vous remontrer ce qu'il est venu poster sur ma chaîne YouTube. Parce qu'à un moment donné, on peut faire l'adulte et la grande personne mature et intelligente. Mais moi, il y a un truc que j'oublierai pas. Je vais vous montrer ça. Voilà. Ce brave Thomas M. Show, au moment où j'ai relancé ma chaîne YouTube, qui était inexistante jusqu'ici, je vais vous montrer ça. Je vous l'ai déjà montré la dernière fois lors d'un live nocturne. Au moment où j'ai relancé la chaîne YouTube, j'ai uploadé des vieilles vidéos de Twitch. Et il est venu commenter ici. Vous voyez, frérot, si tu veux des conseils pour développer l'audience de ta chaîne, n'hésite pas, j'ai un tarif étudiant. Qu'est-ce que ça dit de lui de venir commenter ça? Vous voyez? Et Dieu sait que si à un moment, moi, je fais plus de chiffres que lui, bah, tu sais quoi, tant mieux pour moi, mais je m'en bats les couilles, quoi. C'est triste, en fait. Vous voyez, c'est un peu triste. Donc sincèrement, moi je lui souhaite pas du tout de malheur. Chacun ses commus, chacun son truc. Fait ses chiffres, c'est très bien. Mais contrairement à lui, visiblement, moi j'ai pas trop besoin de lui pour exister, quoi. Pas trop de problèmes de ce côté-là. Voilà. Mais je pense aussi qu'il doit pas très bien supporter le fait que je sais pas, un mec comme Zach puisse bosser avec le club, que moi je puisse faire des émissions avec les joueurs et compagnie. Mais bon, ça. Dommage d'avoir cet état d'esprit, ouais. Voilà, c'est bon, on a fait 10 minutes là-dessus. On va pas s'éterniser là-dessus, parce que j'ai pas envie qu'il en fasse un sujet, vous voyez, parce que sinon il va faire quoi? Il va prendre des clips et il va les mettre sur Twitter en disant « Regardez, il parle de moi, etc. etc. » D'ailleurs, je vais le dépublier, ce live, parce que les lives nocturnes ne sont pas faits pour ça. Voilà, et quand vous me dites qu'il est facho, moi j'en sais rien, je vous laisse libre de vos insinuations. Mais disons que quand on voit ces lives Twitter, ça penche plus d'un côté que de l'autre, quoi. Y a-t-il un quiz de prévu? Oui, on va embrayer quand même. Oui, il y a un quiz de prévu. Le quiz, ce sera... on aura un quiz OM-PSG le 16 octobre. On aura un quiz tennis le 31 octobre. Et ensuite, on va se servir de la période de la Coupe du Monde pour faire pas mal de quiz. Donc normalement, on aura un quiz Coupe du Monde.
pas sur la Coupe du Monde au Qatar, parce qu'on va pas la traiter, mais sur le mondial de manière générale. Donc on aura un quiz avec cette thématique-là. On aura un quiz Formule 1 pour la fin de la saison. Et on aura probablement un quiz avec la FF Loose. Il faut que je cale la date. Je sais qu'ils sont chauds. Moi, je suis chaud. Donc, je voudrais faire un quiz sur la FF Loose. Et je pense qu'à un moment donné, on fera un quiz Mercato OL, un quiz OL Banterera, comme on a déjà fait. On trouvera de nouvelles questions et compagnie. Ces quiz-là, je vais les mettre au milieu d'un autre contenu, comme j'ai fait pour le quiz Mercato. Parce que les lives pur quiz, c'est souvent un peu chiant. Preview des mondiaux est-elle prévue? Non. Non, pas de preview des mondiaux, parce que les previews, ça marche pas beaucoup. C'est beaucoup. Je vais pas vous mentir, hein, c'est beaucoup de taf, les previews de vélo. Et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Par contre, on va faire un live vendredi de la course des espoirs. Donc on sera en live de 6h à 9h du matin pour la course des espoirs. Désolé d'avoir lancé ce sujet, je voulais juste... Non mais c'est pas ta faute, Mouloud, c'est juste en fait, c'est... Moi je le vois pas parce que je lis pas ce qu'il fait et je regarde pas ce qu'il fait, mais je trouve ça très dommage, c'est tout. Je suis excité par Romain Grégoire. Bah, j'espère qu'on verra Romain Grégoire faire une dinguerie, ouais. Mais voilà, on sera en live. On sera en live vendredi matin. Je suis censé sortir jeudi soir. Donc il est possible que ce live se fasse après Nuit Blanche. Ce qui pourrait être très gênant. Mais voilà, on sera en live de 6h du matin vendredi à 9h du matin ensemble. De toute façon, il faut faire les chiffres. Hein. Il nous manque, je crois, 10 heures sur le mois. Donc on va les faire. On va les faire ces 10 heures-là. Sinon, je peux pas être... Alors attendez 2 secondes. Ah, il y a le Parisien qui vient de sortir un truc là. Le Parisien qui vient de sortir un truc sur Aminata Diallo qui mettrait visiblement Romain Molina dans une sauce onctueuse, apparemment. Mais je l'ai pas, je suis pas abonné au Parisien. Et dimanche pour la victoire de Fred Wright. Non, dimanche je pourrais pas. Dimanche je pourrais pas parce que je suis au Mans ce week-end là. Par contre, il y aura peut-être un live qui n'a rien à voir, mais peut-être que je ferai un live IRL en direct du circuit du Mans parce qu'il y a les 24 heures camion et que je voulais aller boire un verre avec un pote au Mans. Il m'a dit viens voir les 24 heures du Mans camion. Donc peut-être que je serai sur le circuit du Mans dimanche. En gros, il me manque 10 heures. Je vous explique. Je fais partie du programme Twitch Sports Accelerator. On en a déjà parlé. C'est ce programme-là qui m'a mis en front page pendant le mois de juillet. Et c'est un programme bien foutu qui permet de réunir les créateurs de contenu sport, donc ceux qui font des débriefs, des lives et compagnie. Par exemple, Poney Club est dedans, Elkoun est dedans, Alexandre Caldi est dedans. Et en gros, c'est un programme qui a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on a le droit à des front pages de temps en temps. Le système, là, c'est un créateur par mois qui est poussé 4 fois. C'est pour ça que vous avez eu Elkoun. Il me semble que c'était lui qui était pendant le mois de septembre. Au mois de août, je ne sais pas qui c'était, et moi, j'étais au mois de juillet. Et ce programme, en gros, nous rémunère en fonction du nombre de minutes vues sur le mois. Et pour être éligible tous les mois, il faut faire 20 heures de contenu sport. Alors, le problème de 20 heures, c'est quand on a plus de vélo et quand on a une trêve internationale au milieu du mois, c'est difficile à aller chercher. Donc on est un peu obligé de meubler. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le mot Molina nulle part dans l'article du Parisien. Ah, t'es sûr dans l'article payant là? Poney n'est plus dedans, il est devenu trop cher. Non mais c'est bien, Poney, je vois qu'il décolle, c'est cool. C'est cool. Moi, vous savez, hein, je vous le dis, je sais qu'il y en a certains qui sont là, genre, on me vole mes slots, un peu comme Squeezie et Wankill, là. Moi, je trouve ça très cool de voir des gens qui décollent bien. Et Poney, il mérite, parce que putain, il charbonne, et j'aime bien son contenu. Là, j'ai vu qu'il avait encore une OP aujourd'hui et tout. Il l'appelle Romain M. Oui, Romain M, on sait qui c'est, hein, quand même. Donc voilà, oui, on n'a pas dit un truc sur le mec dont on a parlé, la marque machin truc. Effectivement, c'est ce que tu dis au FN Lyon. Il fait partie de la boîte qui a racheté des parts à l'Atlético. Tu souhaites de la réussite à KTE? En vrai, oui. Parce que réussite de KTE, ça veut dire valeur marchande, ça veut dire au revoir. Donc oui, je souhaite que KTE marque plein de buts. Et ça veut dire réussite de l'Olympique Lyonnais aussi. Moi, je serais ravi que Karl Toko Ekambi devienne très fort. Je vous le dis, hein. Jamais vous me verrez souhaiter qu'un joueur de l'OL continue d'être nul. À part Claudio Bovu. Et lui, j'espère qu'il sera nul toute sa carrière. Zach, il reçoit Gann. Ouais, mais Zach, j'ai pas d'infos sur les invités. Mais Zach en roue libre, ça va continuer à monter, je pense. Je pense que cette saison-là, il va y avoir du très solide. Et moi, je suis très content de voir des gens qui bossent et qui sont récompensés. Parce que souvent, il y a des gens qui bossent et qui ne sont pas récompensés. Est-ce qu'on aura le droit à Ryan Titu? Il a une carrière Bovu encore. Je sais pas où il est, Bovu.
Je joue encore Claudio. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on aura droit à Ryan Titu? En vrai, le scénario de rêve, c'est que Karl Toko Ekambi soit champion du monde. Comme ça, au mercato d'hiver, il se jette sur lui. Et genre, il met un triplé sur la finale. Et on peut vendre Karl Toko Ekambi. Il est à Boulogne-sur-Mer. Ah! Il y a souvent des branleurs qui sont récompensés. Alors, oui et non. Il y a des gens qui chattent. Et de toute façon, il faut chatter. Hein. Il faut chatter un truc. Moi, le contrat Parion Sport, je l'ai chatté, par exemple. Voilà, c'est une chance. Par contre, la chatte sans boulot, ça paye pas souvent. Il y en a qui chattent parce qu'ils ont une grosse commu ailleurs ou parce qu'ils font des tapines à longueur de journée. Mais globalement, il y a beaucoup de gens sur ce réseau et ailleurs qui charbonnent de ouf, qui grindent de ouf et qui sont pas récompensés. C'est pour quand c'est Charlie dans un gros libre. Non, mais j'ai vu des gens qui m'ont mentionné. Vous avez vu le calibre des invités de Zach quand même. Ah, il a Cyril Gann. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre, moi? C'est une émission qui fait combien? Elle fait 100 000 vues à chaque fois, Zach? Vous croyez que Zach en roue libre avec Cyrus Charlie, ça va faire 100 000 vues? Tout le monde s'en branle. Un jour peut-être, les amis. Mais arrêtez un petit peu. C'est pas pour me dévaloriser ou quoi que ce soit, mais calmez-vous quand même. Je suis un mec de Twitter, je suis personne. Voilà, peut-être qu'un jour, il m'invitera pour faire chroniqueur dans Loop ou un truc comme ça, mais je suis absolument pas du calibre qui mérite... je suis pas intéressant, enfin... C'est pas que je suis pas intéressant, mais qu'est-ce que vous voulez que je raconte sur Zach en roue libre? Alors Charlie, t'as fait une prépa HEC, vas-y parle-nous de ta prépa HEC. Ah ouais, c'était super, il y avait 12 heures de maths par semaine. Oh, c'est vraiment intéressant, quoi. On s'en bat les couilles. Ah, donc bon... Tu peux faire des lives avec Godu avant, sinon... Bah, je pense que Godu, je vais lui envoyer un message pour l'intersaison. Le problème de Godu, c'est que forcément, par son métier, c'est très difficile d'avoir des disponibilités pour lui déjà pour stream, donc pour les autres, c'est encore plus compliqué. Godu, moi, il y a un truc, il est pas au courant, que je rêve de faire, c'est que je serai à Côme pour le Lombardie, et j'aimerais le choper après le Lombardie. J'aimerais le choper après le Lombardie et qu'on fasse un truc ensemble après le Lombardie. Il faut que j'envoie un message à l'attaché de presse Groupama FDJ pour savoir s'il n'y a pas moyen de faire un truc comme ça. Voilà, la rubrique d'Aronade. Non mais voilà, enfin... Ah mais il est accessible, bien sûr qu'il est accessible, on se connaît David. On s'est pas encore vu en vrai. Mais on se connaît, ne vous inquiétez pas. Godu assez proche de Mingo, ils sont très proches même. Ils sont très proches. Et je serais pas surpris, bon ça c'est du pifomètre complet, hein, que si jamais il y a une nouvelle édition de l'échappée à un moment donné, qui se démerde pour être à minima présent en visio, un truc comme ça, parce que c'est un truc qui kifferait, je pense, David. Voilà, mais non, David, il a un relais assez fou pour son sport sur les réseaux. Je pense qu'il faut pousser là-dessus de son côté. Mais bon, il a un métier aussi. Voilà. Tu fais des lives avec Motus le soir de Noël, comment ça t'est venu cette idée? Non, mais calmez-vous sur Zach en roue libre. Déjà, franchement, il m'a invité à l'émission Adidas et je lui ai dit que je mesurais l'importance de ce move-là. Voilà. Qu'il y avait Willou, il y avait Arcunir, et puis moi, je suis un tout petit à côté d'eux. C'est bien, hein, je veux dire, je me dévalorise pas. Mais c'est une passe D de potes, vous voyez? Ce qu'il a fait sur l'émission Adidas, c'est une vraie passe D de copains. Et c'est des choses qui valent cher, et dans ma vision des choses de ce que c'est qu'être pote et compagnie, ça vaut très très cher. Voilà. T'es déjà présent physique à l'échappée Godu? Bah pas sur celle-là, non? Sur celle d'avant. Sur celle d'avant. Tu étais le petit pousset de la Coupe de France. Ouais, mais c'était cool. Mais je mesure, voilà. Et je lui ai dit. C'est une autre manière de faire du contenu sur les réseaux. Voilà, il n'est pas obligé. Il fait Popcorn et compagnie. Il n'est pas obligé d'avoir 4 chroniqueurs. Il peut en avoir un seul. Il peut garder la lumière pour lui. Et ça, c'est cool, vous voyez. Donc non. Moi, déjà, je veux faire mes trucs dans mon côté. Je veux faire mon truc de mon côté et essayer de faire ma popote de mon côté. Ça monte tranquillement, mais ça monte. C'est du taf, mais ça monte. Voilà, le TikTok, le YouTube et compagnie. Probablement qu'à un moment donné, je vais me staffer. Ça dépend d'une seule chose, ça dépend de Parion Sport. Ça dépend de si j'ai les sous de Parion Sport pour pouvoir me staffer au moins sur un alternant. Comment ça, tu veux me pécho, mon ref? David, est-ce que tu finis ta saison au Tour de Lombardie? Parce que je voulais